On reçoit pour ouvrir cette série l'artiste Inès Alpha. Merci beaucoup Inès d'être là. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Alors on a pas mal de sujets à explorer ce matin, notamment l'art digital, la 3D, le make-up 3D, l'impact que toutes ces nouvelles outils technologiques impactent sur le marché de la mode. Juste avant de commencer la conversation avec Inès, nous avons ici un écran où nous allons projeter le travail d'Inès qui prendra le temps ensuite de détailler son parcours, son histoire, son message, ses outils de travail. Mais je pense que c'est intéressant pour démarrer de découvrir quelques images issues de son travail. Alors malheureusement, ce n'est pas des vidéos. L'essentiel de mon travail, c'est quand même les images animées et interactives. Alors là, il n'y a plus de slide. Et sur la première image, c'était ma collaboration avec Prada Beauty. Donc on avait fait toute une série de filtres en réalité augmentée, de filtres, de maquillage que l'on peut porter en temps réel grâce à son smartphone. On connaît les filtres par le biais de Snapchat ou Instagram. Et ces filtres étaient inspirés de la gamme de maquillage de Prada Beauty et des archives, des imprimés qui datent depuis tout début de la marque Prada. Et donc voilà, ça reprenait des formes, des imprimés de la marque Prada et les couleurs des palettes de maquillage qu'on avait sorties et dont j'avais aidé à faire le développement des couleurs aussi. Merci Inès, vas-y on va rentrer un petit peu plus en détail. Donc, tout d'abord, je me présente très rapidement. Moi, je m'appelle Margot, je suis pigiste pour le magazine Esquive. Et à côté, j'ai d'autres activités, dont une qui me tient à cœur. Je travaille avec Ganaï, une société d'art digital qui promeut des artistes qui utilisent la technologie pour produire leurs œuvres d'art. C'est dans ce cadre-là que j'ai eu la joie de rencontrer Inès Alpha. Et aujourd'hui, nous démarrons cette série de talks avec Inès et maintenant je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter. Voilà, Inès, n'hésite pas à nous parler de ton parcours, de tes sources d'inspiration, de comment tu en es arrivée là aujourd'hui. Ok, alors je vais essayer de ne pas parler de moi et de faire un tunnel de 45 minutes, donc ce sera le temps pile poil de notre interview. Donc moi je suis Inès Alpha, je suis artiste digitale. J'ai pas toujours été artiste, j'ai travaillé dans la publicité pendant 7 ans en tant que directrice artistique spécialisée dans le maquillage, la mode, le skincare, le luxe. Et c'était pas toujours très épanouissant de travailler dans la publicité, mais même si j'avais fait une école d'art appliqué, je me voyais très très mal devenir artiste et pouvoir gagner ma vie en faisant quelque chose qui me plaisait. C'est le privilège de peu de personnes. Bonjour, même si j'ai ce privilège maintenant, mais j'y croyais pas trop. Donc j'ai travaillé dans la publicité, ce qui permettait de faire quelque chose de quand même créatif, mais sans être trop impliqué personnellement et sans prendre trop de risques financiers. Et au bout d'un moment, ça m'a plus suffi, donc j'ai pris 2 ans pour moi, j'ai fait une crise de la trentaine, classique. J'ai pris 2 ans pour moi pour expérimenter des choses. Je commençais à apprendre la 3D toute seule, en faisant des tonnes de tutos sur YouTube, parce que maintenant on peut tout apprendre, il y a quasiment tout sur YouTube, sur Internet en général. Et j'ai commencé à faire des clips, des visuels avec de la 3D. Et un jour m'est venue cette idée de réunir un petit peu mes deux passions et savoir-faire, ce qui était le maquillage que j'avais déjà travaillé, exploré en publicité, mais aussi sur moi-même, ou juste en centre d'intérêt. J'ai toujours adoré la mode, les éditos beauté, la texture de la peau, la texture du maquillage, les pigments, les paillettes. J'adore la culture du drag, les club kids. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire ça, mais avec mes outils à moi, qui sont les logiciels 3D. Et un jour, j'ai essayé, j'ai pris un visage, j'ai pris une photo d'un photographe qui était dans mes archives, les photographes que je gardais pour mon travail en publicité, et j'ai rajouté la 3D sur le visage. Je me suis dit, mais c'est trop bien, j'ai jamais vu ça avant, oui, pourquoi pas. Tout, pour moi, le maquillage, ça peut être n'importe quel outil qui transforme un visage. Donc pas forcément que des pigments, du mascara et du rouge à lèvres. Ça peut être des objets, ça peut être, on parle de prosthétiques en essai fixe au cinéma, ça peut être du papier, des insectes, de la nourriture. Aujourd'hui, et avec
tout le développement d'Instagram, on voit énormément de créatifs qui créent des nouveaux types de maquillage et donc de transformation de soi. Et moi, mon outil, c'est les logiciels 3D, et c'est pour ça que j'ai appelé ça du maquillage 3D. Alors justement, j'ai une question, corrige-moi, mais il me semble que tu as commencé à te lancer pile au moment où il y a eu l'essor des filtres sur Instagram. Il me semble que c'était aux alentours de 2018, c'est ça? Oui, alors j'ai commencé un tout petit peu avant. Les filtres, c'était le... Moi j'ai commencé en 2016 à faire de la 3D sur des visages. C'était de la post-production, c'était pas encore de la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est pas tout à fait pareil que la post-production. Ça se passe en temps réel, au travers d'une caméra et très souvent celle d'un smartphone. C'est ce qu'on voit sur Snapchat, Instagram. La post-production, c'est de la 3D qu'on applique sur un environnement ou une personne après avoir pris la photo ou la vidéo. La post-production, c'est ce qu'on voit au cinéma, c'est Avatar, c'est Hollywood. Et ça prend beaucoup plus de temps. Mais c'est beaucoup plus réaliste. Donc moi j'ai commencé avec ça parce que c'était les outils que je connaissais. Et d'ailleurs à l'époque, on commençait à avoir des filtres sur Snapchat, dont le unicorn qui vomit. Le chien également. Le chien. Il y avait aussi des applis horribles comme le Fat Booth qui te rendait gros. Tout à fait. Grossophobe horrible. Mais à l'époque, on ne s'était pas rendu compte encore du problème. Et donc, moi, ça me fait la transformation de soi et pouvoir donner accès aux gens à ça en temps réel, je trouve ça fascinant. Et d'ailleurs, à l'époque où j'ai la post-production, tout le monde appelait me demandait si c'était des filtres en fait. Donc ils voyaient mes vidéos qui étaient post-produits, donc qui avaient pris des heures à faire, qui étaient super détaillées, hyper réalistes, et ils disaient « Ah Inès, en fait tu fais des filtres ?» Donc je disais « Oh non, n'insulte pas mon travail s'il te plaît. » Et après Snapchat, puis Instagram ont lancé leur logiciel d'AR, accessible à tout le monde et gratuit. Et je me suis dit, il faut absolument que je les utilise et que ça fasse partie de ma pratique, parce que si je veux vraiment appeler mon travail du maquillage, il faut que des gens puissent l'essayer. Et il faut que les gens puissent avoir accès à mes designs. Sinon, si ça reste dans une vidéo, c'est pas du maquillage, c'est juste de la post-production. Donc c'est comme ça que j'ai été amenée à faire des filtres. Donc pour quelqu'un qui ne te connaît pas, on peut te décrire en tant qu'artiste, productrice de filtres, de maquillage 3D. Et j'ai une petite question aussi, quelles ont été en général les réactions des personnes qui utilisent ton filtre pour la première fois? Est-ce que tu as des réactions à partager? Parce que par exemple Snapchat a repéré ton travail et tu as pu être... les gens qui ne te connaissaient pas forcément ont pu découvrir ton travail en testant tes filtres. Est-ce que tu as des expériences à partager aux personnes? J'en ai plein au tout début du boom des filtres, et puis en plus qui a été suivi de très près du confinement. Les gens avaient beaucoup de temps libre et ont passé beaucoup de temps dans le milieu digital et sur Internet. Donc c'est vrai que c'est arrivé au bon moment pour développer en tout cas l'intérêt pour la réalité augmentée. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, voilà, la majorité des filtres, c'était les oreilles de chien, les unicorns et les filtres rigolos. Et en 2018, quand ils ont ouvert les logiciels aux créateurs, et surtout quand ils ont ouvert ça aux créateurs sur Instagram, parce que c'est là où il y a le plus d'artistes, les filtres sont devenus beaucoup plus créatifs. Il y a vraiment des artistes comme moi qui ont pu s'exprimer grâce à la réalité augmentée, parce que la réalité augmentée, au final, c'est qu'un outil de plus pour s'exprimer, comme la peinture, la sculpture. La réalité augmentée, c'est de la sculpture, mais dans un environnement digital. Donc c'est comme ça que j'ai été repérée, parce que je faisais partie des premiers artistes qui s'exprimaient sur ces plateformes-là. Et les réactions, au tout début du lancement des filtres, dès qu'on crée une nouvelle expérience, il y avait énormément de gens qui partageaient leurs vidéos, qui taguaient les artistes dedans. Donc j'ai essayé d'archiver toutes les vidéos que les gens partageaient, et c'était rigolo parce que autant il y avait des gens qui juste les portaient et se sentaient juste plus beaux, et ça leur permettait de faire des stories, mais en changeant un petit peu leur apparence sans effort, parce que vraiment en temps réel on peut se transformer en n'importe qui, n'importe quoi. Autant il y avait des gens qui, par exemple, je me rappelle, j'avais fait un filtre bleu et c'est
faisait partie d'une performance. C'était pas le corps en bleu. On l'a fait exprès pour un filtre. Mais du coup, c'était hyper intéressant de voir des gens se réapproprier mes créations. Et c'est ça que j'adore dans mon travail avec la réalité augmentée, c'est que l'œuvre ne s'arrête pas à l'objet 3D. L'œuvre, elle continue avec les gens qui vont utiliser ces créations et elle n'existe pas sans ces gens. Donc d'un point de vue artistique et philosophique, c'est hyper intéressant, une œuvre qui n'existe pas sans interaction avec les utilisateurs. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous testez des filtres sur les réseaux sociaux, quelle est la marche à suivre? Alors, malheureusement, aujourd'hui mes filtres existent toujours sur Snapchat et TikTok. Sur chaque plateforme, il y a un espace dédié, il faut aller sur le profil de l'artiste, il est sympa. Et il y a un petit tab avec, sur Snapchat, je crois qu'il y a écrit lenses, ce qu'ils appellent ça des lens. C'est intéressant parce que, d'un point de vue vocabulaire, un filtre, c'est, surtout en français, c'est une passoire. Il y a des choses qui passent et des choses qui sont retenues. Moi, j'aime pas trop ce terme, du moins pour ce que je fais, parce que ce que je fais, ça ne filtre pas. Ça filtre pas, genre, le moche, on n'en veut pas, et le beau, il reste, par exemple. Et j'aime bien la notion de lens chez Snapchat parce que c'est une lentille, comme une lentille qu'on applique sur un appareil photo. C'est un autre point de vue. Je trouve ça vachement plus juste par rapport, en tout cas, à mon travail. Et sur TikTok, il y a aussi, sur le profil des artistes, une petite baguette magique, un truc comme ça, où on peut voir toute leur création. Et malheureusement, avant, il y avait la majorité de mes fils sur Instagram, parce que c'est là où il y a aussi la majorité de la communauté. Et Meta a décidé de fermer les filtres et leur logiciel. Donc leur logiciel n'existe plus. Tous les filtres qui ont été créés depuis 2018 ont été supprimés, sauf certains que Meta a achetés. Et bien sûr, ils ont acheté les plus moches. No shade pour les gens qui ont fait ces filtres, mais ils ont vraiment des goûts. C'est pas mes goûts. Je vais rester poli. Et donc voilà. Et ça, c'est depuis 2 jours. Voilà, les filtres, c'est fini. D'où cette question, je me suis pas mise de la poser parce que c'est vrai que tout le monde en parle depuis qu'il y a eu l'annonce officielle de Mark Zuckerberg. C'est une conversation, un débat qui revient fréquemment. Je ne sais pas d'où je me suis permis de poser la question. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Snapchat et sur TikTok. Malheureusement, Instagram, ce n'est plus d'actualité. Affaire à suivre, on ne sait jamais. Oui, je pense que c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets en disant c'est la fin de la réalité augmentée, mais pas du tout. C'est juste que Meta, ils ont investi leur argent sur. Le nouveau focus, c'est l'IA, on ne va pas se le cacher. Et ils investissent beaucoup dans les casques aussi de réalité mixte. Et ça, malheureusement, ce sera certainement un pont entre leur logiciel aujourd'hui de réalité augmentée et le logiciel qu'ils sont en train de développer, qu'ils ont développé pour leur masque Quest. Je pense que là, il va y avoir une transition, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. En même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, les filtres, depuis 2020, il n'y a pas eu énormément de programmes et d'innovation technologique. Même pour moi, en tant qu'artiste, je suis un peu genre bon, on fait à peu près toujours la même chose, sauf peut-être Snapchat qui innove énormément. Technologiquement, c'est le plus avancé en termes de logiciel. Il y a énormément de paramètres. On peut même faire de la mode digitale. Ils ont leur outil pour traquer les corps et la forme des corps est très intéressant et assez puissant. Donc pour ça, Snapchat, c'est vraiment super. Donc à voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir dans les prochaines années. En tout cas, c'est pas du tout la fin. Voilà. Affaire à suivre. L'attendu n'arrive jamais, l'inattendu toujours. Donc, affaire à suivre. Voilà, donc pour clôturer un peu cette belle introduction avant de se lancer un peu plus en profondeur, je voulais juste terminer l'introduction avec une question sur le bijou de visage que tu portes, parce que là depuis tout à l'heure, on évoque ton travail avec une perspective digitale, matérielle, on parle de filtres, mais récemment, tu as collaboré avec une institution basée en Grande-Bretagne, il me semble. Tu vas nous expliquer un petit peu du coup ce que tu portes, parce que je suppose que ça peut susciter la curiosité. Je sais que depuis que tu es arrivé sur le salon, beaucoup de gens t'ont complimenté, se sont arrêtés pour te poser des questions sur ce beau bijou de visage. Nous aimerais que pour les auditeurs et les téléspectateurs, tu puisses nous en dire un peu plus. Alors c'est une collaboration avec un studio qui s'appelle Studio Alia,
HALIA, et qui est une sorte de collectif qui veut explorer les différentes manières d'exprimer son identité par le biais du physique et du digital. Et qui essaye de faire le pont en fait entre les deux mondes. Donc moi c'est un projet que j'ai fait avec eux, que j'ai commencé il y a 1 ou 2 ans, et notre ambition c'était de créer, sans rentrer dans les détails de toutes les explorations qu'on a fait dès le départ, mais moi j'avais très envie de faire un maquillage 3D physique, et donc un bijou de visage, un facewear connecté à la réalité augmentée et à son identité digitale. Donc en fait, ce bijou, il a un microchips NFC dans la barrette qui débloque une expérience sur l'application dédiée de Studio Alia. Donc quand on achète ce bijou, on a accès à une expérience hautement customisable de maquillage 3D sur leur application. Il y a énormément de formes différentes qu'on peut rajouter et on peut créer un maquillage 3D unique pour chaque personne qui achète ce bijou-là. On peut changer la couleur, les différents moods en fonction de son humeur, de couleur, de texture. Et on a lancé ça pas cet été-là, l'été d'avant, je crois. Si on peut s'en procurer aujourd'hui, on va sur leur site. Le studio-halia.com. Et de mémoire, donc, il y a le rose que tu portes aujourd'hui, il y a une version un peu platinium argenté et une version en or. Il y a un noir mat aussi, qui est très beau. Et en termes de gamme de prix, je crois que ça varie en fonction du matériel et de la couleur, mais il me semble que c'est une centaine d'euros, c'est ça, à partir de 250 € jusqu'à 400 € environ. Tout à fait. Donc si jamais ça intéresse les auditeurs, n'hésitez pas à vous en procurer un. C'est vrai que c'est assez étonnant. Ça incarne aussi ton identité visuelle. On retrouve les formes que tu travailles derrière l'ordinateur en physique. Oui, c'est étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre des bijoux de visage, mais ça se fait de plus en plus et je trouve que moi ça me choque pas. J'ai un peu du mal à le mettre tous les jours dans le métro parce que peu de gens le font, mais j'espère que ça va tendre à se normaliser parce que je trouve que c'est une chouette manière de s'exprimer. Mais ancestralement, dans certaines cultures, c'était assez courant. Merci beaucoup Inès pour cette belle introduction. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On a scindé en 3 parties cet échange. La première partie, elle s'appelle « À la redécouverte du maquillage 3D avec Inès Alpha ». La première question, qu'est-ce qui t'a inspiré à explorer le maquillage 3D comme forme d'expression artistique? Alors ça, je l'ai un peu expliqué du coup en introduction, mais ce qui m'a poussée, c'était ma passion pour l'expression de soi et le maquillage en général. Aussi, je découvrais toute la culture drag queen, je commençais à regarder RuPaul's Drag Race, je regarde toujours, il y a énormément de saisons, c'est du boulot. Et je commençais aussi à apprendre la 3D et je ne savais pas exactement si j'allais pouvoir un jour m'exprimer en tant qu'artiste parce que je n'avais pas de message en particulier et pour moi c'était important d'avoir quelque chose à dire qui soit très personnel. Et un jour j'ai eu cette idée de faire se rencontrer les deux passions, la 3D et le maquillage, et ça a donné très logiquement et naturellement le maquillage 3D. Ensuite, comment, selon toi, le maquillage 3D permet-il finalement de redéfinir la frontière entre la beauté et le monde de l'art? Parce que ça dépend de comment on se sert de cet outil. On peut se servir de beaucoup d'outils artistiquement ou non artistiquement. Moi, je me sers de la 3D pour faire quelque chose d'artistique, dans le sens où c'est très personnel, créatif, et que je peux pousser ma vision très très loin. Parce que la 3D, ça permet de faire ce qu'on veut. Ça permet d'être une espèce de dieu, de déesse, d'un monde virtuel où j'ai moi-même les clés. Et ça permet d'être une vision très personnelle, ça permet de défier la réalité et les contraintes de notre réalité physique et tangible aussi. Et c'est ça qui permet de pousser très très loin de manière créative un travail en réalité augmenté ou 3D. Et enfin, là, c'est une question un petit peu technique.
Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler les outils de création dont tu te sers dans le quotidien? Alors du coup, j'ai deux manières de travailler, comme je disais auparavant. Il y a la post-production, donc ça va être des outils. Je vais utiliser Cinema 4D, qui est un des logiciels de 3D les plus connus. Et pour la réalité augmentée, chaque plateforme a un logiciel. C'est ça qui est un peu pénible. Parce qu'il faut apprendre à chaque fois presque de zéro à se servir de ce logiciel. Donc j'ai le logiciel de Snapchat, celui de Instagram, je ne sais rien plus, mais celui de TikTok. Pour peu qu'on fasse Adobe Aero, ils ont aussi leur logiciel. Et il y en a d'autres, il y a Unity, il y a Unreal qui sert aussi à faire du temps réel, et ça je me sers un peu moins parce que ça nécessite des skills que je n'ai pas encore. Et en gros c'est ça, donc quand je vais faire de la 3D, de la post-production, je vais faire la vidéo et la photo séparément avant d'appliquer la 3D. Et quand je vais faire de la R, là on fait tout en temps réel dans le logiciel et après on exporte pour les téléphones. Avant de sauter du coup sur la deuxième partie, j'avais une question là qui m'est venue. On vient à l'instant de parler des frontières entre la beauté et l'art, mais ici on est sur le salon Business, donc le nerf de la guerre si je puis dire, c'est la mode. Je sais que tu as eu l'occasion dans le passé de collaborer avec des grandes maisons. Tu as évoqué tout à l'heure Prada Beauty en l'occurrence, mais aussi la marque Imba et Lola et plein d'autres. Est-ce que tu veux nous raconter quelques anecdotes avec ces collaborations de grandes maisons? Oui. Alors déjà, je vais commencer par introduire que la mode et le maquillage, pour moi, c'est des choses qui vont ensemble. C'est normal de séparer les choses parce que surtout que la cosmétique et le maquillage, c'est un très très vaste marché. Peut-être maintenant plus vaste que la mode. Et qui en a l'argent, beaucoup plus que la mode. Mais pour moi, les deux vont ensemble parce que souvent, on va assortir son maquillage à comment on est habillé. Sauf si on met juste un petit peu de fond de teint et de mascara, mais souvent, c'est quelque chose. Moi, je vois le maquillage presque comme un accessoire. En tout cas, ce qui m'intéresse dans le maquillage, c'est plus le côté accessoirisation et expression de soi, bien évidemment, et expression d'un style. Plus que effacer, gommer, camoufler ses imperfections, ou mettre en valeur, faire des yeux plus grands, une bouche plus large. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, même si je souligne moi-même ces impulsions, parce que en tant que femme, il faut sortir de chez soi et être un être cyborg parfait. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça va ensemble. Donc c'est pour ça que je pense très naturellement. Il y a des marques comme Imba et Lola qui ont fait appel à moi pour faire des campagnes, pour raconter une histoire. Alors Imba et Lola, c'est particulier parce que c'est une marque qui raconte beaucoup d'histoires, qui fait beaucoup de collaborations avec des artistes. Et les histoires qu'elle raconte, elles sont pas forcément liées elles sont plus ou moins liées au produit, mais c'est surtout avant tout quelque chose de juste fun, cool, sympa à regarder et avec potentiellement un message, mais ils ne sont pas forcément très produits. Le produit sera mis en avant parce que ça reste, il ne faut pas le commercialiser quelque chose à un moment donné, mais ils mettent vachement en avant plus un mood de marque et une histoire de marque qu'un produit. Donc à chaque collection et à chaque collaboration avec des artistes, ils font des choses très différentes, mais c'est toujours dans le ton de la marque. C'est ça qui est hyper intéressant avec Imba et Lola, c'est que malgré toutes les collaborations avec des artistes très différents, il y a un ton de marque quand même qui s'arrive à garder. Donc ils m'avaient contacté pour faire une série avec du maquillage 3D et aussi un petit personnage un peu mignon qui active le maquillage 3D sur le mannequin. Ça, c'était super chouette. Après, j'ai fait du maquillage 3D avec Dior Makeup aussi, où on avait, avec Peter Phillips, il y avait une palette de couleurs que j'ai augmentée avec des éléments 3D sur le mannequin, en post-production, on a fait un filtre aussi. Et plus tard, j'ai aussi fait Clarins. Alors là, c'était pas du maquillage, c'était pour du skincare, mais mon travail permet d'illustrer plein de choses, et pas que de la couleur, mais ça peut aussi des ingrédients. Enfin, c'est ce qu'on avait fait avec Clarins. On avait fait un filtre et une vidéo également. Et un peu plus tard, un peu en même temps, mais c'était confidentiel puisque les produits n'étaient pas sortis, j'ai été embauchée par Prada Beauty pour être e-creative global
e-makeup director. Je me souviens plus exactement du terme, il est un peu long. Et donc j'ai participé au développement de la gamme de maquillage, des couleurs, des teintes, des textures et des filtres. Pour vraiment faire le pont entre les pigments et les pixels. Oui, l'objectif de ces grandes maisons, en faisant appel à toi, c'était, par la création de ces films, je suppose, de communiquer en direct avec une partie de leur audience qui sont jeunes, connectés, qui sont assez initiés à l'utilisation de filtres. Je suppose que vous étiez assez contents du résultat. Oui, bah, c'est sûr qu'il y a un côté visionnaire, dans le sens où, comme tu dis, les jeunes générations, elles sont, et donc les générations qui seront leurs futurs clients et clientes à un moment donné, elles sont beaucoup plus connectées et passent beaucoup de temps sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, jeux vidéo, métaverse, qui sont des endroits où on peut exprimer son maquillage différemment que ce soit physiquement. Donc effectivement, ça a été pour eux et une expérimentation et un investissement pour le futur, parce qu'ils voyaient déjà le potentiel du maquillage dans cette sphère-là qui prend de plus en plus de place. Donc c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, qui est visionnaire, même pour moi, je m'amuse en tant qu'artiste avec ces outils-là, mais pour une marque, tout de suite, ce que j'ai fait pendant des années pour ma vision personnelle et artistique devient concrète. C'est quoi le maquillage digital aujourd'hui et qu'est-ce que ce sera dans le futur, dans le vue palpable. Alors, tout à fait, ça me permet du coup d'embrayer avec la seconde partie de notre conversation que j'ai intitulée Réinvention des normes esthétiques. Et la première question, c'est le maquillage 3D, selon toi, je pense que tu as la réponse, mais défie-t-il les standards de beauté traditionnels qu'on connaît et si oui, de quelle manière? Alors encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de maquillage digital, notamment de films, qui rendent beau, entre guillemets, en cochant les cases des standards de beauté. Donc ceux-là, ils vont juste renforcer les normes. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je conseille de faire, mais malheureusement dans notre société c'est inévitable. Là où ça peut défier ces standards-là, c'est la liberté que ces outils offrent pour se transformer et l'accessibilité. C'est-à-dire que tout ce que j'ai créé aujourd'hui, n'importe qui, et tout ce que les créateurs de filtres et créatrices de filtres qui font des choses hors du commun et hors de ces standards-là, tout le monde y a accès en temps réel, en une seconde. Et ça peut permettre de démocratiser très facilement d'autres standards que juste affiner le visage, grossir la bouche et faire les yeux. Alors justement, c'est un peu ma seconde question. Comment ta pratique de maquillage 3D embrasse-t-elle deux questions assez importantes, la diversité et l'inclusivité? La diversité et l'inclusivité, les filtres, c'est par essence et par nature accessible à tout le monde qui a un smartphone, avec les réseaux sociaux installés dessus, donc un smartphone assez puissant. Mais à titre gracieux, techniquement, c'est accessible à tous aussi parce qu'on peut s'en servir gratuitement. On peut s'en servir gratuitement, il suffit juste d'un smartphone et ça s'adapte à toutes les formes de visage et toutes les couleurs de peau. Alors, les couleurs de peau a priori, parce qu'il y a eu, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais il y a eu pas mal de polémiques justement sur le face tracking des peaux très noires où ça avait du mal à traquer les visages parce que les devs de la Silicon Valley qui font ces logiciels sont des hommes blancs. Et aussi en termes de maquillage, c'est compliqué aujourd'hui et j'imagine que les devs de la Silicon Valley n'investissent pas leur énergie malheureusement là-dedans. Et c'est compliqué de faire un maquillage, c'est comme un calque en fait qu'on met par-dessus le visage, qui s'adapte à toutes les couleurs de peau. Ça va forcer, c'est un peu comme faire de l'aquarelle sur du papier. La couleur, c'est la même, mais elle ne sera pas la même sur une peau blanche, une peau café, une peau noire. Donc ça, c'est compliqué parce qu'on a le droit qu'à une seule couleur. Et ça, c'est la limitation technique et malheureusement, en tant que créateur, créatrice, on est limité et contraint par ce que les développeurs font. Mais j'espère que c'est quelque chose qu'ils vont développer dans le futur et j'imagine qu'à un moment donné, ils n'ont pas. Ça donne leur intérêt de le faire aussi, comme ça a été l'intérêt
des marques de maquillage aujourd'hui de faire une large gamme de teints pour s'adapter à ce public. Là, si tu avais une baguette magique pour me faire en sorte qu'il y ait un budget alloué pour ce développement-là, si tu avais une baguette magique, tu fais quoi? Sur ces questions-là, justement, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi? Bah oui, ça serait bien dans les priorités. Après, moi, je fais pas beaucoup de maquillage. Donc, de la peinture de visage, c'est pas ce que je fais principalement. Je fais des objets en 3D, en gros, qui sont appliqués à mon visage. Donc, comme ça. Et ça, il faut juste que ça s'adapte à un maximum de formes de visage, mais la couleur de peau avant tout. Ça y est, on arrive à la troisième et ultime partie de cette conversation que j'ai intitulée Impact sur les industries créatives. Donc la première question, elle peut d'ailleurs résonner avec plein de choses que tu as dit juste à l'instant. Ça s'appelle Comment l'industrie de la mode réagit-elle face à la montée du maquillage 3D? On parlait un peu plus tôt justement de collaboration avec des maisons de mode. Mais voilà, est-ce que tu as autre chose à dire sur l'impact sur l'industrie de la mode et comment elle réagit? Ce que je peux dire, c'est que surtout à la sortie, au boom des filtres, toutes les marques voulaient avoir leur part du gâteau. Ce qui est normal, parce que dès qu'il y a une innovation, tout le monde se rue dessus, comme l'IA, voilà, tout le monde veut faire de l'IA, l'AR, tout le monde veut faire de l'AR. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne raison pour faire de l'AR ou de l'IA, hein. Encore une fois, c'est des nouveaux outils, et tant qu'on n'a pas la bonne idée, ça ne sert pas à grand chose de faire de filtres ou de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il y a un petit ralentissement, surtout depuis la nouvelle de Meta. Mais les marques s'intéressent toujours à l'expression de soi dans le monde digital. Donc moi, comme on disait tout à l'heure, je suis juste curieuse de voir comment ça évolue. Justement, est-ce que tu penses que le maquillage 3D peut inspirer d'autres formes d'art, des arts visuels plutôt, comme à la mode ou la photographie? Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est juste un outil de plus. Un outil de plus. Donc, on peut faire du maquillage 3D en photo, en vidéo. C'est juste un outil de plus. Un nouveau pinceau à sa palette de création. Très bien. Et alors justement, le maquillage 3D, on parle de ça comme une innovation assez récente, mais selon toi, quel est l'avenir de cette pratique? Alors, moi, l'avenir, je le vois déjà très dépendant des innovations technologiques. Donc, effectivement, il y aura un renouveau du maquillage 3D et notamment du maquillage AR quand les technologies vont évoluer à ce niveau-là. Donc, quand il y aura des lunettes en réalité augmentée et qu'on pourra voir les gens porter du maquillage 3D dans la rue, ça, ce sera incroyable. J'espère que je le verrai. Il y aura le maquillage 3D dans les casques de réalité mixte. C'est un peu le même propos, un peu différent, mais c'est le même genre de plateforme. Et il y a également le maquillage 3D au niveau des avatars, soit de jeux vidéo, ou ce qu'on a appelé, tout le monde s'est mis un peu d'accord pour appeler ça la métaverse, mais c'est juste dans les espaces virtuels. Donc comment est-ce qu'on va maquiller son personnage et son alter ego digital, que ce soit dans les skins des jeux vidéo ou dans les assets de ces personnages de réseaux virtuels. Comme les Sims, c'est ma seule référence. Comme les Sims. Spontanément. Ouais, On ne va pas leur mettre du maquillage finalement. C'est vrai qu'on leur met des pantalons et des jupes, des voitures. Du maquillage maintenant, mais peut-être des choses un peu basiques, genre ça fait longtemps que je n'ai pas joué Sims. Alors maintenant, une question un peu inévitable, un peu à la mode, si je puis dire, mais je ne vais pas m'empêcher de poser la question. Ça concerne l'intelligence artificielle. J'ai bien compris que ce n'est pas un outil que tu explores à l'instant T, parce que tu es plus sûr avec les autres outils que tu as cités tout à l'heure. Mais est-ce que tu as un mot à dire sur justement l'arrivée de l'IA dans les processus créatifs? Est-ce que c'est un outil dont tu vas peut-être te servir et comment tu envisages cette arrivée de l'IA? J'ai pas mal expérimenté avec l'IA comme tout créatif qui est juste très excité à l'idée d'avoir un nouveau pinceau dans sa palette. Après voilà, moi personnellement j'ai pas encore trouvé la manière dont j'allais vraiment l'utiliser. J'ai entraîné une database sur mon travail. Ça a fait des résultats, ça a fait des tonnes d'images qui ressemblent à mon travail. Mais j'ai pas travaillé dessus. Et du coup, ça fait juste une pâle version de ce que j'ai pu faire auparavant. Donc, c'est excitant et en même temps, je vois ce que je vais faire de ces images-là. Parce que je préfère aussi, j'aime bien, en tant
tant qu'artiste, mettre la main à la pâte. J'aime bien fabriquer des choses, j'aime bien que ça passe de ma tête au visuel, et j'ai envie de mettre mes mots dedans. Et l'IA, elle enlève un peu ça, en tout cas pour moi. Par contre, c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses, et c'est déjà en train de changer énormément de choses dans le milieu de la beauté, du maquillage et plein d'autres milieux, bien évidemment. Mais en ce qui me concerne, c'est sûr que ça crée. Malheureusement, ça accentue les standards de beauté, ça les rend encore plus durs. Il y a eu une Miss IA qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est vraiment une blague d'avoir fait ça. Genre, en plus, toutes les Miss IA, enfin, toutes les participantes ont quasiment toutes été créées par des hommes, bien évidemment. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Après, voilà, c'est comme la réalité augmentée, c'est un outil. Donc ça dépend vraiment de comment on s'en sert. Moi, là où l'IA s'arrête dans mon travail aussi, c'est que pour l'instant, je ne peux pas m'en servir pour faire de la réalité augmentée. Je pourrais faire des textures qu'après je mets en réalité augmentée. Je pourrais vaguement faire des modèles 3D, mais c'est pas encore très très propre. Et puis je préfère les modéliser moi. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore, dans ce que je fais en tout cas, je pourrais utiliser l'IA pour faire un filtre. Snapchat, ils ont cet outil-là. On peut faire du machine learning et transformer toute la vidéo et avoir un filtre, genre se transformer en peinture Van Gogh. Moi, c'est pas ce que je fais. Moi, j'ai pas envie d'altérer complètement l'apparence des gens. J'ai envie d'accessoriser le visage des gens et que les gens puissent s'apprécier avec le visage qu'ils ont déjà. S'apprécier et aussi s'amuser, je suppose. Et surtout ça. C'est important. Alors, quel conseil tu donnerais si demain tu rencontrais une jeune créative ou un jeune artiste qui aimerait se lancer dans la création, le maquillage 3D? Quel conseil, un peu comme une grande sœur, tu leur donnerais? Le même conseil que je donnerais à toute personne qui veut se lancer dans une carrière créative. On sait déjà peut-être pas se mettre comme mission, je veux me lancer dans une carrière créative, peut-être juste déjà essayer de faire des choses qui leur font plaisir, s'amuser avec les outils qu'ils ont à disposition et éventuellement basculer vers une carrière créative si ça se fait naturellement. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir ça comme objectif, mais c'est quand même très risqué et il y a peu d'élus dans ces milieux-là. C'est difficile de gagner sa vie en étant créatif. Donc le conseil que je donnerais, ce serait amusez-vous, expérimentez, testez plein de choses, mais sans avoir d'attente. Super, merci pour les conseils. Afin de clôturer en beauté cette conversation, j'aimerais maintenant te demander quelles sont tes actualités en cours pour les personnes qui te découvrent pour la première fois aujourd'hui. Voilà, où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Quelles sont tes actualités? Est-ce que tu as un message à faire passer pour venir en beauté? Alors, pour voir mon travail sur Instagram, ça reste la plateforme la plus simple, ines.alpha. Actualité, malheureusement, j'avais une expo, elle s'est terminée le 11 janvier à la Galerie Jules Calvois. Malheureusement, ça finit, mais galerie somme toute très intéressante. Après, en actu, j'ai beaucoup de choses, mais à l'étranger. J'ai un talk à Off Barcelone. En mai, et puis après je vais avoir des résidences artistiques, mais pour l'instant rien de concret, voire beaucoup de temps confidentiel. Si tu avais une baguette magique, est-ce qu'il y a une maison de mode qui te fait vibrer, avec laquelle tu rêverais de travailler? J'aimerais bien travailler avec Miu Miu. Alors Prada, c'est très content, c'est très très proche, mais si la suite ça pourrait être Miu Miu, je pense qu'on va beaucoup m'amuser avec cette marque graphiquement. Et une marque de cosmétiques? Artiste, il n'y a pas un midnight, ça a toujours été une énorme rêve depuis que je suis étudiante. C'est un photographe et il travaille beaucoup avec la post-prod, les univers fantastiques et futuristes. Il a beaucoup travaillé avec Björk, bien évidemment, qui est malgré moi une source d'inspiration. C'est pas un artiste que je suis beaucoup, mais je pense qu'on évolue dans le même univers et les mêmes inspirations, donc j'aimerais travailler pour lui, bien évidemment. Aussi. Tous les artistes qui vont avoir des affinités avec les science-fiction, le fantastique, le futur, que ce soit utopique ou dystopique, ça me parle. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Et après ça, je demande s'il y a des gens qui veulent poser une question, pas forcément de message à faire passer. C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup dit, mais merci.
Merci infiniment Inès d'être venue sur le salon Who's Next. D'ailleurs, je crois que c'est un salon que tu connais à titre personnel parce que tu venais il y a quelques années en famille. Je venais avec mes parents il y a bien peut-être 20 ans. Ils exposaient à première classe et donc j'allais au salon Who's Next pour récolter tous les autocollants que je pouvais sur les stands de marques streetwear, notamment DDP. J'ai tous les autocollants DDP. Et c'était à l'époque aux Tuileries. Et oui, c'était aux Tuileries. Écoute, merci infiniment de t'être rendu disponible aujourd'hui pour couvrir cette série de talks. Et merci de nous avoir partagé les coulisses de ton travail et tes messages. Et voilà, pour ceux qui découvrent Inès aujourd'hui, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, sur son site et voilà, à suivre l'évolution de son maquillage 3D. Et n'hésitez pas aussi à tester les filtres, on en a parlé beaucoup, c'est gratuit, c'est accessible à tous ceux qui ont accès aux réseaux sociaux. Donc amusez-vous, je crois qu'on en a besoin par les temps qui courent. Merci beaucoup, Margot. Merci.